Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Je me prends un peu pour Steven Spielberg maintenant. Maintenant qu'il y a une petite caméra. Eh ben écoute, comment ça va Diandra ? Ça va très bien et toi ? Écoute, je suis vraiment super content d'être là. Ce matin dans le train, j'étais en train de me dire, j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie. Je rencontre des gens incroyables, des gens merveilleux qui m'inspirent. Et t'en fais partie. Gentil. Je te suis beaucoup sur les réseaux. Ça va faire un peu plus d'1 an maintenant que je regarde beaucoup ce que tu fais, ce que tu dégages. Donc ouais, ce matin, j'ai eu un vrai moment de gratitude pour toi. Je me suis dit trop cool, merci de m'avoir proposé de passer, de m'accueillir et tout. Et donc merci beaucoup. Moi je suis sur un petit nuage. C'est gentil et merci surtout à toi d'être venu me rendre visite, ça me fait plaisir et moi aussi je suis beaucoup ce que tu fais. J'adore, je suis fan, c'est cool de pouvoir connaître, découvrir tous ces parcours de sportifs, donc bravo à toi. Ouais, cool, mais merci d'écouter, de regarder ça. En plus c'est un point commun qu'on partage. Ouais. Du coup, entre podcasteurs, intervieweurs, créateurs de contenu, c'est quelque chose qui nous rapproche. Donc, je suis sûr que ça va être un super moment là. Ouais. Et puis, peut-être en introduction, tu vois, moi, ce qui me touche beaucoup chez toi, c'est effectivement forcément ta carrière. Toutes les médailles en équipe de France, les championnats de France, les coupes de France, il y en a eu beaucoup. Et tout ton engagement, on va en reparler sur ton asso, l'événement que tu fais, tes cure shots. Donc on va parler de tout ça. Mais comme tu le sais, il y a une tradition sur le podcast, c'est de commencer un peu par l'enfance. Mm-hmm. Et je suis curieux de savoir, de creuser un petit peu plus sur qui était Diandra quand t'étais plus jeune, notamment qu'on n'habitait pas loin. On est né à 1 an d'écart et on est né à 5-6 km d'écart. D'accord. Moi, j'étais à Fontenay-sous-Bois, juste à côté de Montreuil. Ah ouais, effectivement, ouais. On n'était pas très loin. Et du coup, la tradition sur le podcast, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Mon premier souvenir, comme ça, je dirais que c'est vraiment les premiers matchs de basket où finalement tu te donnais à fond la semaine parce que le week-end fallait que tu sois sélectionné. Et j'ai vraiment le souvenir du petit papier qu'on te donnait le vendredi soir quand tu étais sélectionné pour le match du week-end. C'est le coach qui c'est ça et je pense qu'il récompensait la présence déjà, les personnes qui étaient venues aux 2 entraînements, les personnes qui étaient investies, les personnes après on est jeune à ce moment-là, t'es juste là pour t'amuser, rejoindre les copines, mais c'est vrai que ça tournait à chaque fois et donc on attendait toujours notre petit papier à la fin de la semaine. Mais je savais pas que ça marchait comme ça. C'est dans toutes les équipes de basket ou c'est la veille du match du coup? Ouais, c'était des catégories poussines chez nous, Benjamin, où ça se passait comme ça, donc c'était le club de la Courneuve.
la ville où j'ai grandi, la Courneuve. Et nous, dans notre club, ça se passait comme ça jusqu'en Benjamin. Alors effectivement, on était très nombreuses, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça se passait comme ça, mais c'était une motivation supplémentaire, on va dire. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans le basket? Comment est-ce que t'as poussé la porte d'un parquet? Un peu par hasard, enfin par hasard, oui et non. Mes grands frères, si je dis frères, c'est mes cousins, mais c'est mes cousins qui habitaient à Aulnay-sous-Bois, donc avec ma sœur, on allait souvent en vacances là-bas l'été, et ils avaient l'habitude de jouer sur les playgrounds en extérieur. Okay. Ma sœur et moi, on était sur le côté bac à sable, on n'était pas trop invités à prendre part à la partie, et du coup on était, à chaque fois on avait envie de jouer en fait, et on était plus jeunes qu'eux, on était des filles, donc on n'était pas les bienvenus, et puis c'est comme ça que de fil en aiguille, on a demandé à notre maman de nous inscrire à la rentrée suivante, et on a démarré comme ça. Ok, c'est marrant ton histoire, ça me fait penser à l'histoire de Laura Georges, la footballeuse. Ouais, je connais bien Laura. Tu la connais? Ouais, Laura, c'est une amie. Elle est incroyable, c'est une femme que j'adore aussi, et je trouve qu'elle dégage un truc. Et elle, dans son histoire, c'est quoi, au début, on voulait pas la laisser jouer, et puis au final, elle a poussé, elle a insisté, jusqu'au moment où on l'a laissé jouer, et en fait, elle jouait très bien avec les garçons, et elle s'en est sortie, quoi. Ouais. Et du coup, c'est ta maman qui t'a inscrit, toi, pour te permettre de jouer, parce que t'étais inspiré par tes cousins, tes frères. Ouais. C'est ça, ils nous ont donné envie de jouer aussi, et avec ma sœur, c'était aussi une façon de se défouler. C'est vrai qu'on est dans une famille où soit nous, nos cousins, nos cousines, et le sport, ça faisait aussi partie de l'éducation de l'enfant. Donc nous, c'était le basket. Avant le basket, pour moi, c'était le judo, ça a été la danse, et puis finalement j'ai accroché au basket. Mais oui, au départ, ma mère nous a inscrites, et pour moi, c'était surtout une façon de me défouler après l'école et de rejoindre les copines. Ok, d'accord. Et c'était quelque chose d'obligatoire pour toi et ta sœur, le sport, vis-à-vis de tes parents, ou vous aviez pas du tout une culture, on va dire une culture sportive dans la famille? C'était pas quelque chose d'obligatoire. Après, mes parents, ils ont fait du sport, pas au niveau, mais du coup, c'est pour ça, je pense que finalement, inscrire leur enfant dans des associations sportives, ça c'était un peu logique, normal. Après, il y avait pas d'obligation, dans le sens où je pense que si on avait voulu faire de la musique, ils nous auraient inscrits au conservatoire. C'était vraiment le but, c'était juste de trouver un équilibre et de faire quelque chose en plus de l'école. Ok, ça marche. Et je suis curieux peut-être de la relation que tu avais avec ta sœur, parce que toi t'es très grande. Est-ce que très très jeune, t'as été très grande? Ouais. Ta sœur aussi, c'était le cas? Non, ma sœur, elle est taille moyenne, elle fait 1m aujourd'hui, à l'âge adulte, elle fait 1m74, donc elle est grande pour une femme, on peut dire, mais comparée à moi, non, elle est pas si grande que ça, mais c'est vrai que finalement, on dit souvent quand t'es grand, faire du basket, et moi, j'ai toujours été la plus grande de ma classe, toujours été grande pour mon âge, et je me suis pas orientée tout de suite vers le basket. Il a vraiment fallu que je vois mes cousins à l'œuvre pour m'y intéresser. Donc oui, après, je pense que le club de basket était content quand ils ont vu une fille plus grande que tout le monde arriver, mais de base, ouais. Ils se disent ok, jackpot. Ouais. Et, je me rends pas compte, le club de la Courneuve, c'est une bonne équipe. Il y a une bonne dynamique. Oui, à l'époque de la Seine-Saint-Denis, c'était vraiment très bien. À l'échelle de la Seine-Saint-Denis, on était plutôt pas mal au niveau d'un point de vue basket, au niveau départemental, même régional. On a même atteint le championnat de France à un moment donné en minime. Et en fait, au-delà du sport, pour moi, c'était vraiment une famille, une deuxième famille, mon club. On n'en parle pas assez, mais on parle souvent du sport amateur, et on parle pas assez des éducateurs qui œuvrent à faire que ce sport amateur vraiment il rayonne. Et c'est au-delà du sport, le travail qu'ils font, c'est des personnes qui sont là pour nous éduquer aussi, en tant qu'individu, en tant que jeune, issu de quartiers populaires. Ils jouent vraiment un rôle incroyable dans nos vies, et moi c'est ce que j'ai retrouvé à la Courneuve, au club de la Courneuve, le basket club courneuvien. Ok. Écoute, merci beaucoup de les mentionner, parce que figure-toi qu'il y a beaucoup de ces éducateurs qui écoutent le podcast justement parce que soit tout simplement c'était
c'est quelqu'un qui t'a suivi et qui t'a accompagné un petit peu, quelques-uns, ou les autres invités, tu vois. Beaucoup aussi qui ont envie de, vu que moi je parle toujours un peu de l'enfance, ils ont toujours envie de comprendre, tu vois, les enfances des athlètes de haut niveau. Ce qui est marrant de voir, c'est que rien ne se ressemble et qu'il n'y a pas forcément de modèle unique, tu vois. Et tu fais bien de les remercier parce que c'est vrai qu'ils font le sport aujourd'hui et c'est eux les premiers entraîneurs des futurs champions, quoi. Donc merci de les remercier. Ouais. Trop cool. Et tu te souviens, toi, de ce qui t'a plu? Là, tu mentionnes cet esprit de famille. Il y a d'autres choses qui t'ont plu dans le basket, qui t'ont marqué ou que tu retiens, tu vois, de cette période quand t'étais enfant? Des émotions que tu te remémores? Les émotions, il y en a des bonnes, de très bonnes même, très joyeuses, parce que voilà, je le dis, c'était au-delà du basket. Donc moi, j'ai souvent ce souvenir des tournois à l'époque. T'es de Fontenay-sous-Bois, donc tu dois connaître Noisy-le-Grand. Ouais. On avait tournois de fin d'année, de fin de saison annuel, qui vraiment était un petit peu le moment où ben voilà, on était contente de jouer au basket. À l'époque, je parle de 2000. Ouais, je parle de 99, là, hein. Le 3-3 existait déjà et nous, on faisait du basket 3-3 lors de ces tournois en fin de saison. Et c'était vraiment un rendez-vous qui, moi, m'a marqué parce que, voilà, on se retrouvait avec les autres équipes du département. Il y avait cette ambiance un petit peu de fête et cette vie aussi d'équipe parce que on partait en déplacement. Alors, pas bien loin. Noisy-le-Grand, la Courneuve, c'est pas énorme. Mais quand t'es jeune, c'est énorme, ouais. Tu vois, c'est pour tes parents, tu pars avec les copains. C'est ça. C'est impressionnant quand même. Non, c'est clairement ça. C'était le moment qu'on attendait. Moi, j'en suis avec ma sœur, mes copines, c'était le moment qu'on attendait. On était contente de faire les sandwichs, de partir pour la journée et d'aller jouer au basket, tout simplement. Donc moi, je retiens vraiment ces moments-là et voilà, aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est avec la même joie et vraiment très contente que j'en parle. Les sandwichs entre joueuses. Non. Mais c'est ce moment de se retrouver, j'imagine, entre coéquipières et... Complètement, ouais. Ok. Mais tu vois, c'est chouette parce que tu vois, généralement, souvent quand on parle un peu des premiers souvenirs, c'est des trucs qui sont un peu à côté du sport, des fois, et des images qui reviennent et qui sont pas forcément en train de jouer, mais plutôt la préparation autour. Donc c'est hyper intéressant. Et à quel âge ça devient sérieux pour toi tout ça? Parce que j'ai l'impression que quand je regarde, bon, je vais pas spoiler, je vais te laisser raconter, mais ouais. Quand je lis ton parcours, j'ai l'impression de voir la voie parfaite un peu, tu vois, pour arriver en équipe de France et pour devenir une grande joueuse, une des top joueuses du championnat de France. À quel âge, toi, dans ta tête, ça s'est concrétisé, tu vois? C'est vrai que moi, en fait, j'ai ma première coach qui aujourd'hui est toujours et restera toujours comme une grande sœur pour moi, c'est Sonia, elle s'appelle. C'est elle qui m'aide, on en parlera plus tard sur tous les trucs que je fais à côté aussi. Mais quand j'étais plus jeune, c'est vraiment elle qui m'a transmis la passion pour le basket. Comme je disais au départ, le but c'était juste de s'amuser après les cours avec les copines et tout ça. Et c'est vraiment elle qui, je pense, qui a déceler, on va dire, mon potentiel, malgré que je n'étais pas du tout coordonnée et tout au départ. C'est vraiment... non, pas trop. Mais on voit, il y a des témoignages. Ouais. Des gens qui balancent. Si. Qui disent Diandra, ah non, jeune? Non, c'est un talent. C'est vrai en plus. Mais non, Sonia, malgré tout ça, tu vois, elle a réussi à vraiment déceler le potentiel en moi. Et elle, à l'époque, mes parents, ils travaillaient. C'est elle qui m'emmenait souvent aux sélections. Et en fait, je pense que, voilà, je parlais des éducateurs. C'est vraiment l'exemple de l'éducateur parfait. Ce qu'elle faisait il y a 20 ans pour moi, elle le fait encore pour ses filles aujourd'hui, pour les amis de ses filles. C'est incroyable d'avoir des gens comme ça qui dédient leur vie, en fait, à transmettre par le sport. Et je le souligne parce que c'est vraiment important et beau à voir. Et à d'autres gens, d'autres enfants qui sont pas forcément des enfants de leur famille et sont rien à attendre en retour. C'est ça, c'est exactement ça. Et Sonia, ça a été ça avec moi. Au départ, moi, j'étais là pour m'amuser et finalement, elle m'explique un petit peu le cheminement. Elle m'explique, celle qui me parle pour la première fois du pôle espoir que j'ai intégré à 2 ans par la suite.
à 12 ans, pardon, par la suite. Donc, finalement, moi, à 10 ans, je sais pas du tout ce que c'est. Elle m'en parle. Moi, le basket, ça devient vraiment ma passion. Elle me la ressort tout le temps. J'avais écrit une lettre et j'avais mis mon objectif de points, devenir basketteuse professionnelle. Et j'avais peut-être 10 ans, 9-10 ans. Et, ouais. Et à chaque fois, elle me ressort la lettre, elle l'avait gardée. Et c'est grâce à elle, en fait. Elle m'a vraiment transmis la passion. Et dès qu'elle m'a parlé du pôle, de l'INSEP, de toutes ces étapes-là, moi, j'ai commencé à me fixer des objectifs et je joue au basket pour finalement atteindre ces objectifs-là. Et c'est vrai que sans elle, peut-être si j'avais pas rencontré les bonnes personnes, j'aurais jamais su ce que c'était ou tout simplement, je me serais jamais dit que c'était possible pour moi. Et du coup, c'est à ce moment-là vraiment que pour moi, ça devient important le basket. Alors, il y a eu les premières sélections départementales, ensuite régionales. Finalement, très vite, j'ai pris une place de meilleure joueuse de ma génération, d'abord en Île-de-France, ensuite en France. Et puis, c'est comme ça que j'ai intégré le pôle espoir à l'âge de 12 ans. Donc, je m'en souviendrai toujours ce soir-là où il y a Sonia et Malcolm aussi, un ancien coach qui arrive chez moi. Enfin, il me dépose après une sélection. Ouais. Et il me dépose après une sélection et ma mère, elle rentre du boulot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi? Enfin, c'est le basket, quoi. Tu viendras d'habitude à rentrer toute seule du basket. Et là, il lui explique, votre fille, elle a été sélectionnée dans les 12... je sais plus ce que c'était à l'époque, mais je crois que j'avais dû être sélectionnée dans les 12 meilleurs potentiels d'Île-de-France, et du coup, c'est ce qui allait derrière, par la suite, me permettre d'accéder au pôle. Et au départ, ma mère était contente que je fasse du basket, mais sans plus, quoi. Elle était juste contente que... T'as quel âge à ce moment-là? 14 ans? À ce moment-là, non, même pas. À ce moment-là, c'est avant d'intégrer le pôle, donc j'ai 11 ans. Donc elle, tu vois, pour elle le basket c'était juste un truc comme ça, et on vient lui annoncer que votre fille est sélectionnée dans les 12 meilleurs potentiels d'Île-de-France, et du coup il y a de fortes chances qu'on lui propose une place au pôle espoir. Donc ma mère, c'est quoi le pôle espoir et tout, donc on lui explique aussi, on lui fait comprendre en douceur, mais que finalement votre fille elle est sélectionnée avec un an d'avance, donc est-ce que vous êtes prête à la laisser partir à 12 ans de la maison? Donc c'est vrai que ma mère, je pense que c'est trop lointain pour moi pour m'en souvenir, mais à l'époque, je pense que c'est très inquiète qu'elle m'a laissé partir au final. Ouais. Avec du recul maintenant, quand on en discute, elle me dit ça a été dur pour moi de te voir partir à 12 ans, parce que tu t'imagines pas à 12 ans laisser partir ton enfant ailleurs, c'est hyper jeune. Moi, je suis partie un an en avance en plus, donc ouais, c'est à ce moment-là vraiment que pour moi le haut niveau ça a commencé à exister. Ok. Ouais, donc c'est bien ce que je me suis dit, parce que en lisant tout ça, je me suis dit, ça montre quand même que très jeune, t'en avais envie ou t'en rêvais d'une partie, et tu l'as construit petit à petit. Est-ce que peut-être aussi, tu vois, ce que je retiens un peu aussi de ton parcours, c'est et le conseil qu'on pourrait peut-être donner à des jeunes parents, c'est si les enfants sont passionnés, il faut les amener vers des éducateurs qui connaissent un peu ces voies-là, parce que dans le sport, c'est pas toujours très clair, évident, quels sont les parcours d'excellence, comment progresser. Et si tu fais pas ces rencontres-là qui t'expliquent les différentes étapes à passer, tu peux pas y arriver. C'est sûr. Et donc toi, à 12 ans, tu te vois déjà, joueuse professionnelle, équipe de France, ça devient sérieux. Est-ce que t'as des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent plus que d'autres? Parce que 12 ans, si je dis pas de bêtises, ça nous ramène en 2003, 2004. Ouais, c'est ça. C'est qui les rôles modèles à ce moment-là pour toi? À ce moment-là, féminine à l'époque. À ce moment-là, il y avait d'un côté Sonia. Pour moi, c'était un rôle modèle, clairement, parce que c'était une grande sœur. C'était celle qui m'a transmis la passion. C'est celle qui s'occupait beaucoup de moi. Donc à ce moment-là, il y a Sonia. Et il y a aussi, je pense à Virginie aussi, une des toutes premières coachs. Donc j'ai considéré vraiment comme des grandes sœurs. Et puis il y a aussi la télé, à l'époque Pathé Sport, qui me permet de voir mes premiers matchs féminins avec à cette époque-là Bourges et Valenciennes, l'équipe de l'USVO, qui sont des équipes européennes vraiment dominantes, qui gagnaient l'Euroleague à l'époque. Et vraiment en regardant ces personnes-là, c'est aussi ce qui m'a fait me dire c'est possible.
Et je me souviens particulièrement de Alison Pfister. C'est une femme que j'ai rencontrée il y a seulement 3-4 ans pour la première fois. Et c'est une joueuse qui était très inspirante pour moi. Elle était belle à voir jouer. Et puis, son parcours m'inspirait aussi. C'était une des rares joueuses. Je pense qu'aujourd'hui, on peut encore les compter sur les doigts de la main, à avoir finalement, à être devenue basketteuse professionnelle. Donc, elle a joué longtemps à Valenciennes à l'époque. Elle a joué en WNBA aussi. C'est une américaine naturalisée française maintenant. Et elle sortait de la mythique université d'Harvard. Donc, c'était une tête. Et en plus de ça, c'est très difficile d'allier Harvard et le sport de haut niveau. Et elle l'a fait avec succès. Et pour moi, ça a toujours été une inspiration. Ok. D'où certains choix après par la suite. Ouais, peut-être. Est-ce que, tu vois, je me rends pas compte à quel point l'influence américaine, elle est importante. J'imagine peut-être que, tu vois, je déteste mettre des questions de genre, mais tu vois, pour un petit garçon qui a ton âge, 2003-2004, bon, on est loin après les années de Jordan, mais tu penses je pense que tous les gamins, ils pensent essayer au moins aux États-Unis ou tenter leur chance, quoi. Est-ce que c'est aussi évident pour les filles, toi qui étais au pôle, tu vois, toi qui es passé par l'INSEP, est-ce que à cet âge-là, vous parlez de la WNBA, est-ce que vous parlez de faire vos études dans les grandes universités américaines, de la draft, c'est des choses qui reviennent? Pas réellement. Moi, au départ, ça a été vraiment, par exemple, j'étais aux États-Unis, en université, ça a été vraiment un choix personnel. À l'époque, j'avais une coéquipière qui, elle, avait ce rêve-là de petite fille parce que son père était coach. D'ailleurs, il a été coach à l'INSEP à l'époque et il était très tourné vers le basket américain. Donc, elle a grandi un peu avec ça. Donc elle avait la particularité de très jeune vouloir y aller, mais c'était rare, on n'en parlait pas trop. À un moment donné, c'est même devenu tabou de parler d'université américaine à l'INSEP. Oui, parce que finalement, ça plaisait pas forcément que les jeunes filles et les jeunes hommes partent en université, parce que c'est un concurrent direct, quoi. Presque. Ouais, et puis finalement, l'INSEP, c'est quand même une formation qui est financée par le ministère des Sports. C'est quand on va à l'INSEP, c'est gratuit. Et donc, si tu veux, ils investissent sur nous pour ce double cursus. Et ils avaient du mal à comprendre que derrière, plutôt que d'aller en pro, ce à quoi ils nous ont préparé, on retourne à l'école et puis finalement, ils n'ont pas tellement de visibilité là-dessus, c'est aux États-Unis. Donc c'était un peu tabou à un moment donné, mais moi, c'est venu un peu... je me suis intéressée très tôt aux États-Unis par le basket, parce que c'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que c'est les États-Unis la première nation au basket, hommes et femmes confondus. Mais je sais pas, je regardais un peu ce qui se passait. En même temps, j'ai eu une grosse blessure à l'INSEP aussi. Ça a été aussi l'élément déclencheur. Peut-être que j'ai été beaucoup blessée, ma première blessure à l'INSEP. Et c'est à ce moment-là que je réalise que finalement... aujourd'hui, je peux rejouer, tant mieux, mais que finalement, cette même blessure, elle aurait pu m'empêcher de rejouer au basket. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai même pas encore commencé ma carrière pro que je me dis, il faut préparer l'après, tu vois. Et du coup, faire des études, un parcours comme l'université, c'est quelque chose qui est un peu inédit, qui est pas proposé ailleurs. En études supérieures, t'as pas ça, hein, des aménagements de ce type, tout en jouant à un bon niveau. Donc voilà, j'ai fait ce choix-là, peut-être oui par l'influence américaine, effectivement, parce qu'on parlait de rôle leader et il y a beaucoup de rôle leader dans mon répertoire qui sont de rôle modèle, pardon. Il y a beaucoup de rôle modèles dans mon répertoire qui sont américains, c'est vrai. Ok, mais je savais pas du tout ça de toi. Et finalement, c'est un choix qui t'a donné raison, je trouve. Mais et c'était, c'est bien aussi que tu parles peut-être un peu, pas forcément de ce tabou, mais de cette gêne qu'il peut y avoir, et en même temps ça aide à prendre conscience, tu vois, de l'état d'esprit, tu vois, qu'il peut y avoir, mais du coup, toi, t'as 18 ans, 19 ans? Ouais, c'est ça, 18 ans, après mon bac. Ouais, tu vas 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans. À ce moment-là, tu penses effectivement le système de draft, il marche comme chez les garçons? Oui, il marche comme chez les garçons au final. Hein.
Tu peux te faire drafter en allant à l'université américaine, mais tu peux aussi te faire drafter tout en restant dans ton pays, en Europe, et jouer. Et moi, pour le coup, c'était un mixte. Ça a été un mix, pardon, parce que dans le sens où j'ai fait l'université américaine, mais seulement 2 ans. Au bout de 2 ans, je me blesse, grosse blessure au genou. Normalement, la draft, c'est à tes 22 ans. 22 ans, donc 4 ans. En général, c'est 4 ans le temps d'avoir ton bachelor, ce qui est l'équivalent d'une licence. Donc, de 18 ans à 22 ans, tu à l'université. Et puis derrière, tu te fais drafter. Alors, chez les garçons, on voit que ça arrive des fois plus tôt. Ils finissent pas tout le temps leur cursus universitaire. Il y a d'autres enjeux, hein. Mais chez les filles, très généralement, on termine notre cursus. Et on se fait drafter à 22 ans. Donc, moi, j'ai fait un peu les deux parce que j'ai été 2 ans à l'université. Derrière, donc, je rentre en France après une blessure au genou. D'ailleurs, je signe tout de suite pour Montpellier à mon retour en France. Et finalement, je me fais drafter. Je suis rentré en France en 2011 et je me suis fait drafter en 2013. Donc, oui, l'année de mes 22 ans. J'allais avoir 22 ans juste quand j'ai quelques semaines après la draft. Je me suis fait drafter par, à l'époque, c'était San Antonio Silver Stars, une franchise qui n'existe plus maintenant, qui n'existe plus. Les San Antonio, après c'était flatteur. Il y avait un assistant coach que je connaissais aussi très bien qui avait du coup lui le mari d'Edwige Lawson qui lui avait du coup continué à me suivre sur mes premières années professionnelles. Donc c'est aussi ce qui m'a permis d'être drafté. Donc c'était plus flatteur qu'autre chose dans le sens où aller en WNBA c'était un rêve aussi, mais j'avais pas quand je me suis fait drafter, par exemple, j'ai pas été tout de suite parce que j'avais comme priorité l'équipe de France à l'époque. Donc, c'est incompatible? En fait, c'est incompatible. Ça dépend, oui et non. Ça dépend pour qui. C'est-à-dire que moi, à 20 ans, c'était mes premières sélections en équipe de France. Donc, je ne pouvais pas arriver en disant, bon, écoutez, la préparation, je serai pas là, je serai aux États-Unis et puis je reviens pour la compète. Donc, je dis ça dépend pour qui, parce qu'en fonction de ton statut, de ton expérience, on va pouvoir te laisser y aller ou non. Mais du coup, moi, à cette période-là, c'est sûr que de là où j'en étais dans mon parcours, il y avait clairement la priorité équipe de France. Donc finalement, j'ai jamais été à Silver Star, à San Antonio, pardon, au San Antonio Silver Star. J'ai jamais joué pour elle et d'ailleurs, entre-temps, la franchise a disparu. Si tu y avais été, ils auraient pas eu. Je pense qu'on n'aurait pas pu l'éteindre. Okay. C'est un choix dur à faire pour une joueuse, tu vois, d'un côté, t'as un peu le rêve américain, tu vois, the American Dream, comme on l'appelle. C'est un peu le rêve de plein de joueurs et de joueuses, tu vois, aujourd'hui. Comment tu fais ce choix? Comment tu le réfléchis? Tu parles de l'équipe de France, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, peut-être un peu plus personnels, individuels? C'est sûr que à l'époque, et je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de jeunes joueuses aujourd'hui, moi, en tout cas, personnellement, je me disais pas que c'était un choix difficile parce que c'était très clair pour moi. J'avais pas encore ma place en équipe de France. Cet été-là, 2013, j'ai participé à ma première compétition en équipe de France, championnat d'Europe en France. Et donc, mes priorités, elles étaient très claires. Je le faisais sans regret. Donc, non, c'était pas difficile en tant que tel. Après, avec du recul, c'est vrai que je me suis souvent dit, non, pour l'instant, c'est l'équipe de France. Et la WNBA, tu verras plus tard. Et finalement, tu sais pas ce que plus tard réserve. Alors, je suis pas en train de dire que je regrette l'équipe de France, parce qu'à refaire, j'aurais fait la même chose. J'aurais privilégié l'équipe de France, parce que voilà, pour moi, c'était le rêve ultime de jouer pour l'équipe de France, de représenter mon pays. Donc à refaire, je le referai. Mais quand je dis que tu sais pas ce que l'avenir te réserve, c'est que voilà, moi par exemple, la franchise elle a disparu. D'ailleurs, j'ai eu des grosses blessures. Donc finalement, c'était plus difficile de prétendre à un spot dans cette ligue. Donc c'est plutôt dans ce sens que je dirais difficile. Sur le coup, non, parce que j'étais contente de jouer pour l'équipe de France. Je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'avec du recul, tu te dis, si t'as vraiment envie de le faire, moi, c'est le conseil que je donnerais à des jeunes filles qui sont dans cette situation. Si t'as vraiment envie de le faire, essaye de le caser dans ton agenda quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est un truc ça peut être attesté ou pas, tu vois, mais
Mais c'est pas un choix évident à prendre, quoi. Et franchement, je peux le comprendre. Et avec le recul, tu vois, cette expérience un peu américaine, tu vois, est-ce que ça t'a enrichi humainement? Pas forcément en tant que basketteuse, mais en tant que femme? Ça m'a clairement enrichi, franchement. C'est vraiment quelque chose qui... alors, tu sais pas de quoi la vie est faite, mais même sans le basket que j'aurais voulu faire, ça m'a vraiment fait grandir en tant que personne, en tant que femme noire, en tant que basketteuse. Alors que de base, moi, j'y allais juste pour le basket et les études, mais ça m'a apporté tellement plus, en fait. C'était une expérience vraiment... ultra enrichissante. Déjà partir de chez soi à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde c'est quand même loin, hein. On est sur un fuseau horaire complètement différent à 18 ans, donc c'est quelque chose qui est assez je sais pas si c'est rare le terme, mais en tout cas c'est quelque chose pour moi qui pensais être partie tôt de chez moi à 12 ans et tout ça, finalement c'était encore plus grand de partir à 18 ans aux États-Unis toute seule. J'ai vraiment appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris aussi là-bas, on en parlera sûrement plus tard, mais un petit peu ce côté militante, ce côté être plus qu'une athlète. C'est vraiment ouais, c'est vraiment c'est vraiment là-bas que j'ai été inspirée par tout ça. C'est là-bas le début un peu. Ouais, clairement. Clairement, c'est vrai que moi en plus d'un point de vue uniquement basket, j'ai toujours été très fan de LeBron James. Je pense que c'est le parfait exemple du fameux more than an athlete. Donc plus, c'est vraiment, il est pas que basketteur. Il a beau être une icône internationale. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, faut autant parler de lui pour son basket que pour ses actions à côté caritatives. Il a créé une école. Bref, je pourrais parler de lui longtemps, mais clairement, c'est ces athlètes, tous ces athlètes engagés. À l'époque, ça a commencé par Mohamed Ali et de fil en aiguille comme ça, il y a eu des Colin Kaepernick, il y a eu des LeBron James et plein d'autres. Mais finalement, c'est vrai que là-bas, j'ai énormément appris, plus que sportivement, humainement. Ok. Et c'est très présent cette culture. Toi qui as touché un peu le sport de haut niveau là-bas, c'est très présent cette culture, more than an athlete, de give back un peu, tu vois, ce que les Américains appellent give back, donc c'est redonner ce qu'on a gagné pour les autres, tu vois, c'est un truc très présent dans le sport. Ouais, complètement. Je pense qu'après, chacun est libre quand même de faire ce qu'il a envie de faire, mais aujourd'hui, on le voit avec tout. On voit quand même au niveau du sport américain, je pense aux basketteuses américaines, la WNBA, je pense à certains athlètes qui ont mis leur saison de côté, certains joueurs leur saison de côté quand on sait l'argent que ça représente. Pour des causes comme la justice sociale ou autre. Après, j'ai du mal à comparer parce que je dis souvent c'est deux histoires différentes. La France et les États-Unis, c'est deux histoires différentes. C'est une certitude. Mais clairement, je pense que de par leur histoire, la ségrégation, on se rend compte que c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. Donc, c'est tout récent. Ouais. Et tu vois, du coup, c'est sûr que là-bas, l'homme noir, je pense, se rend compte, peut-être prend conscience plus facilement que c'est pas juste un athlète, c'est un citoyen qui se doit d'être engagé et un citoyen qui, en tant que basketteur, en tant que footballeur, en tant que tenniswoman, je pense à Serena Williams, qui se doit d'utiliser sa plateforme pour justement dénoncer les faits de société qui finalement nous concernent tous. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais c'est vrai on voit de plus en plus effectivement beaucoup d'athlètes américains qui vont effectivement être très engagés. Et moi j'ai même l'impression que plus ils ont du succès, plus ils sont engagés. Là où en Europe, tu vois, c'est beaucoup moins le cas. Tu vois. Quand on prend des grands footballeurs ou des grands rugbyman, tu vois, c'est pas des gens qu'on attend sur je sais pas ou une grande footballeuse. C'est des gens qu'on voit moins sur le devant de la scène médiatique, tu vois, sur l'engagement. Alors qu'aux États-Unis, ouais, c'est vraiment hyper présent, quoi. C'est sûr. Et
Toi, c'est quoi le premier combat que tu as eu envie de mener et pourquoi? Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai que c'est très différent. Et aujourd'hui, je pense que l'athlète américain, parce qu'on parle beaucoup du sport marketing, et souvent, quand on prend position sur ce genre de sujet, le premier truc qui revient, c'est qu'on peut avoir peur de perdre des sponsors ou autres. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, les marques américaines s'alignent aussi beaucoup là-dedans parce que dans ces combats-là, en fait, discrimination raciale ou autre, parce que leurs athlètes s'identifient là-dedans. Et c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus difficile. Et pour te donner un exemple qui m'a agacé, je veux dire, pour rester simple, poli, qui m'a agacé la semaine, il y a quelques semaines maintenant, je parlais un petit peu de cette loi qui est en train de vouloir passer concernant les femmes voilées dans le sport et dans tous les lieux publics et sujet très compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte, on m'a proposé de signer une tribune, donc après lecture, je l'ai signée et je soutiens d'ailleurs au passage complètement ce combat. Et en fait, ça m'a agacé quand je regardais un peu les signataires, parce qu'il y avait plusieurs sportifs qui signaient, ça m'a agacé de voir des personnes signer, mais c'est des personnes que soit je connais, soit que je suis, et qui n'ont pas du coup jugé nécessaire de communiquer leur soutien sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est clairement la plateforme, nos plateformes, donc là où finalement notre communauté nous suit le plus. Et je trouvais ça dommage. Alors je suis pas dans le jugement parce que je pense que ils le font pas pour le plaisir. Si peut-être ils peuvent pas soutenir cette cause un peu plus publiquement, peut-être que c'est justement par cette peur de perdre des sponsors ou autre. Mais j'ai trouvé ça dommage et c'est vrai qu'en France on a encore un petit peu un poids qui nous retient de le faire librement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que la situation elle est très différente qu'avec la situation américaine où il y a eu, enfin les deux histoires sont très différentes et du coup en France je trouve que la mixité sociale, tu vois, rend le débat hyper dur parce qu'il y a un passé hyper lourd, colonial et tout, qui est trop lourd et qui fait qu'on n'est pas encore totalement prêt, tu vois, à avoir vraiment des vraies discussions de fond pour essayer d'avancer. Mais bon, c'est que mon avis et je suis pas forcément le mieux placé pour Ouais, je pense même pas. Faut même pas se dire ça, tu vois, parce que finalement, je pense qu'on est tous légitimes vraiment à en parler et à avoir un avis. C'est important qu'on l'échange. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc oui, je pense qu'effectivement, il y a un contexte qui est très délicat. Et je pense qu'effectivement, il y a des façons de faire les choses et finalement, il faut aussi faut pas qu'on se cache derrière ce contexte, tu vois. Je pense on trouve des voies. Maintenant, on sait que ça va prendre du temps, mais il faut qu'on y travaille, quoi. Ouais. Et moi, j'ai quand même l'impression que il y a une génération et une vague d'athlètes, tu vois, français, francophones qui commencent un peu à se mettre sur le devant de la scène, qui commencent à parler de combat. Sur l'homosexualité dans le sport, il y a eu un très beau reportage qui est sorti au début de l'été. Qui était très beau avec Astrid Guyard notamment. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, il y a des gens comme toi qui font des events où tu te déplaces, tu fais bouger les choses. Est-ce que toi t'encourages d'autres athlètes à aller justement sur ces terrains-là, tu vois? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que tu essayes de les motiver? Est-ce que tu te dis, je leur en parle pas, mais c'est juste en faisant les choses que je vais montrer l'exemple. Et je trouve que tu le montres très bien, tu vois. C'est quoi ta position un peu par rapport à ça? Moi, je pense que c'est important d'en parler, entre guillemets, sur la voie publique, parce qu'effectivement, demain, tu peux toucher quelqu'un que tu connais pas forcément, mais qui, de par ton témoignage, de par tes idées, tes valeurs, ton engagement, s'y retrouve, et du coup, lui aussi ou elle aussi se met à aussi partager ses idées, oser en tout cas le faire parce qu'il te voit le faire.
Donc je pense que c'est important de le partager publiquement. Et personnellement, j'en parle aussi dans mon cercle de proches un peu plus privés, mes coéquipières ou autres, parce que tout simplement, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc je pense que j'en parle naturellement. Après, oui, je pense que c'est bien de le faire aussi un petit peu. Moi, mon idée, c'est pas de... Parce que j'ai tendance à prendre position sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Mon idée, c'est pas de dire aux athlètes, il faut que vous le fassiez. En fait, chacun est comme il est. On a tous choisi ses combats, comme on dit. On a tous nos combats. Voilà, moi, j'ai choisi les miens. Mais effectivement, mon but derrière tout ça, et je pense que c'est aussi ça l'essence de l'enseignement, c'est pour moi, c'est inspirer et être inspiré. Et je pense vraiment que il faut que demain je peux pas garder ça dans mon coin, faut que je le partage pour inspirer des personnes, parce que moi-même aujourd'hui, si je fais ça, c'est parce que j'ai été inspiré. Donc ok. C'est hyper intéressant, et à ton avis, tu vois, sur ta réflexion, qu'est-ce qui fait que toi tu fais autant de choses, tu t'engages autant? Et tu vois, des athlètes femmes noires, en France, il y en a plein. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'engages et peut-être pas d'autres, tu vois, ou chacun peut trouver une cause, tu vois. Moi, des fois, je dis en rigolant, et faut vraiment, c'est vraiment avec du second degré. Je dis, moi, je peux défendre la cause des roues. Parce que j'en ai souffert à l'école. J'étais dur, mais vraiment, tu vois, j'étais le roux à lunettes, tout petit en plus. Donc, bon, bref, c'était mon enfance, mais on peut tous trouver un truc. Qu'est-ce qui fait que toi, c'est quoi la flamme sacrée à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui a fait que t'as passé ce cap-là? Moi, ce qui a fait que j'ai passé ce cap-là, c'est que finalement, la réalité des personnes oppressées, elle est trop proche de moi, en fait. J'ai grandi, comme je disais, à La Courneuve. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais voilà, pour moi, on est des citoyens du monde, en fait. On est français, on est des citoyens du monde, parce que tellement la mixité, elle est forte. Donc finalement, c'est une richesse pour moi. Et du coup, je pense, j'ai beau être sportif, j'ai beau avoir un statut autre, dans le monde du sport, mais je fais partie de la minorité. Et pour moi, c'est important de la représenter. Donc ça s'est fait vraiment naturellement. Après, tu parlais des sportifs qui le font pas forcément. Je pense qu'il y en a de plus en plus quand même. Mais oui, effectivement, ce serait bien qu'il y en ait plus. Après, encore une fois, chacun son timing, chacun sa façon de faire. Peut-être que moi, ça va être via des événements, ça va être via des prises de parole. Peut-être que d'autres personnes, ça va être de façon un peu plus privée. Mais je pense que chacun son timing, mais je pense que c'est important de le faire. Et moi, clairement, quand je fais tout ça, c'est vraiment avec l'idée selon laquelle, je sais pas, dans quelques années, j'espère, ce sera quelque chose qui sera devenu normal, alors à mon échelle, bien sûr. Mais je pense que vraiment, je veux pas être dans le jugement. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps. Moi, à l'époque, si j'avais pas été aux États-Unis, peut-être que je serais toujours en train de me demander est-ce qu'il faut que je parle, est-ce qu'il faut pas que je parle, tu vois. Chez chaque personne, il va y avoir un déclic différent. Mais je pense que c'est important que ce déclic, il voit le jour, ouais. Et j'ai une question qui me démange, tu vois, et que j'avais posée aussi, que j'avais posée à d'autres athlètes, tu vois, et c'est comme je te le disais, moi je suis un petit rouquin, voilà, aux yeux bleus, je suis un garçon, je suis assez privilégié, j'ai eu cette éducation de petit garçon, qu'on encourage, qu'on essaye de viriliser au maximum aussi. J'ai eu la chance, tu vois, de quand même être dans un environnement scolaire où il y avait beaucoup de mixité sociale, ethnique, religieuse. Donc, en tout cas au début. Et ce qui m'a permis, tu vois, de me construire et d'être sensible à ces sujets-là. Mais là, j'ai un peu cette crise, tu vois, de la trentaine passée, de me dire, jusqu'à présent, j'ai pas fait grand-chose. Ouais. Tu vois.
Et du coup, une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu recommandes à un garçon comme moi, sans forcément, tu vois, peut-être se surengager, parce que effectivement, on, tu vois, on n'est peut-être pas les mieux placés, ou en tout cas, c'est peut-être pas certains combats, peut-être qu'on peut difficilement les incarner. On peut les vivre, les comprendre, mais peut-être pas les incarner. Qu'est-ce que tu me recommanderais de faire, tu vois? Qu'est-ce qui te semblerait louable de la part d'un garçon comme moi, tu vois, qui vient me voir un peu candide, qui te dit qu'est-ce que je peux faire? Moi, je pense que c'est une super question parce que je pense qu'effectivement, souvent, lorsqu'on n'est pas issu de la minorité, quand on parle de sexisme, quand on n'est pas une femme, ou quand on parle de racisme, qu'on n'est pas issu de la minorité noire, arabe, asiatique, indien, on a l'impression que notre parole, elle n'est pas légitime, ou que finalement, on peut pas tellement agir sur le problème. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. Tu vois, j'ai fait un podcast quelques temps après la mort de George Floyd. Je pense que c'est un épisode très malheureux, mais c'est vrai que la réalité, c'est que ça a éveillé pas mal de conscience, cet épisode. Ça a éveillé pas mal de confiance en France, notamment. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des soucis à ce niveau-là, quand on parle de violence policière, quand on parle de racisme. En France, ça a fait écho un peu partout dans le monde. Et moi, quand j'ai créé ce podcast, j'avais à cœur vraiment de pas interroger seulement des athlètes issus de la minorité. Je voulais que les athlètes prennent la parole parce que j'en avais assez qu'on dise que les athlètes se foutent des problèmes de société, sont dans leur bulle, ça les intéresse pas. Donc je voulais interviewer des athlètes, leur donner la parole en tout cas, mais je voulais vraiment interroger des athlètes de tout horizon. Je pense à Mélina Robert-Michon, je pense à Martin Fourcade, qui ont pris part à ce podcast. Et pour moi, c'était parce que finalement, c'est important, je pense, si on veut sensibiliser un maximum de personnes, que que peu importe ton origine sociale, peu importe ta couleur de peau, tes origines, ta religion, ton genre, pour moi c'était important que tout le monde s'exprime un petit peu sur la façon dont il ressent ce qui est en train de se passer, ce qui se passe tout le temps au final, et je pense que c'est à ce niveau-là en fait que peu importe, même si tu es blanc, blond, aux yeux bleus, finalement le fait que toi tu parles de ce problème, le fait que tu le dénonces, tu vas peut-être ouvrir les yeux à des personnes qui finalement vont pas se sentir concernées, ou tout simplement vont même souvent trouver qu'il y a de l'exagération, il y a un phénomène de victimisation. Moi, c'est quelque chose qui m'agace lorsqu'on parle de victimisation de la part des personnes issues de la minorité. Et souvent ça vient de personnes qui vivent pas vraiment ces formes de discrimination au quotidien. Et c'est quoi la victimisation? En fait, on reproche souvent aux personnes, par exemple, moi demain je vais te dire purée, il y a encore eu un contrôle au faciès, et tu vas me dire arrête de te plaindre, c'est pas toi, ou ça arrive pas si souvent que ça arrive pas autant que ça. C'est un peu ça, et je trouve que c'est hyper déplacé. Donc la victimisation, c'est les gens qui vont reprocher à certaines personnes de faire trop la victime. Ouais, en fait, ils vont reprocher aux personnes visées par les discriminations de se victimiser, en fait. Ouais, et c'est un peu ça. Donc ça, s'il y a un truc à pas faire, clairement, c'est ça. mais au-delà de ça, moi, je pense que vraiment, toi, tu me dis blond aux yeux bleus, blanc. Clairement, ton rôle, il est hyper important, autant important que le mien, parce que si toi, tu te mets à dénoncer le racisme, si toi tu te mets à dénoncer le sexisme, par exemple, t'es un homme, finalement les personnes qui sont même à l'origine peut-être de cette discrimination,
vont se dire purée, maintenant même les personnes, même les hommes défendent les femmes, même les personnes blanches défendent les noirs et les arabes face à la discrimination, et ça va les amener à ça les touchait peut-être pas du tout au départ, ils étaient pas forcément pour, mais ils se sentaient pas ils trouvaient pas de raison d'être engagés dans ce combat, et peut-être ils se diront en fait ça va passer par nous aussi. Donc pour moi ça vient de là l'importance, et tu vois, je le disais, on parle souvent de l'égalité homme-femme à tous les niveaux, mais moi du coup j'interviens souvent dans le sport, et je disais la dernière fois, ben là tu vois, il y a une campagne qui est en train de se préparer, qui devrait sortir pour la journée de la femme le 8 mars, et en tête d'affiche on n'a pas décidé de mettre une femme, on a décidé de mettre Kylian Mbappé, et au final ben je pense que la communauté de Kylian Mbappé, le simple fait que leur idole s'intéresse à la cause des femmes, eux-mêmes ils vont commencer à s'y intéresser en fait. Et je pense que Kylian Mbappé, c'est pas une femme, il subit pas la discrimination que de certaines femmes peuvent subir tous les jours. Il est dans ses réalités à lui, mais parce que s'y intéresse, je pense qu'il va pousser une autre niche du coup à s'y intéresser, et c'est un peu le cas avec toi. Je pense que si t'as pris ton exemple, je sais bien que c'est des sujets qui te tiennent à cœur, mais je pense que voilà, demain même si t'es pas issu de la minorité, finalement ton action, elle va permettre de toucher une autre cible, et clairement le but dans ce combat, bah, c'est de toucher un maximum de personnes, et peu importe les origines et tout ce qui s'ensuit. Mais tu vois, alors c'est peut-être un peu trop philosophique ou spirituel ce que je vais dire, mais en fait ce qui est dur, c'est que moi, t'as dit tout à l'heure ce mot citoyen du monde, et moi je me sens vraiment citoyen du monde, où je respecte tous les autres citoyens du monde. Et du coup, bah, dès qu'on va en fait rentrer dans des problèmes de différence, en fait, il y a une partie de moi qui se détache un peu, parce que je me dis qu'on n'est plus dans le citoyen du monde, tu vois. Si on commence déjà à faire les différences les uns avec les autres. Et c'est pas et du coup, et effectivement, en fait, t'as entièrement raison. C'est le citoyen du monde qui doit s'exprimer, je pense, tu vois, en moi, qui doit juste dire ce que je ressens en voyant cette scène, c'est ça. Mais en plus, on est en plein dedans en plus, parce que tu vois, moi je suis complètement attristé, peiné de voir ce qui se passe en Ukraine, et aujourd'hui on prend position pour l'Ukraine parce que finalement ils sont en train de se faire enfin c'est pas humain ce qui arrive en Ukraine, quoi. C'est atroce, et finalement c'est un peu parce que nous on est pour la paix, parce qu'on est pour on n'est pas pour des familles déchirées, des gens tués, des gens assassinés. C'est parce qu'on défend toutes ces valeurs que finalement on se place derrière l'Ukraine, qu'on les soutient, tu vois. Et je pense que c'est tout simplement ça. Alors bien sûr, à une échelle différente, parce qu'on parle aujourd'hui de vies humaines enlevées, mais quand on dénonce, je sais pas moi, les violences policières, les crimes racistes, et ben c'est aussi des vies enlevées. Et finalement, je pense que c'est ça, être citoyen du monde, c'est lutter pour que ce genre de choses n'arrive pas, en fait. Exactement. Quelle qu'elle soit, effectivement, défendre la paix avant tout. C'est ça. Mais c'est vrai. Et puis là, je lisais tu vois, dans le train, je lisais aussi, tu vois, j'étais un peu sur Twitter. Alors, Twitter, faut faire attention. Mais tu vois, des journalistes qui disent que, bah, c'est vrai que là, on s'offusque aussi de de cette déclaration de combat. Et je pense qu'il y a plein de choses qui sont horribles dans ce que fait Vladimir Poutine, mais la France a déjà fait la guerre aussi, tu vois. On a déjà aussi nous-mêmes déclaré la guerre, bombardé des pays, et on le fait toujours. Et c'est juste que là, on estime que notre raison, elle est plus loyale et plus... Mais voilà, il faut aussi savoir prendre du recul sur soi. C'est clair. Sur ce qu'on fait nous, quoi. Hyper intéressant. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Où est-ce que je voulais qu'on aille. Mais c'est quoi le truc qu'on me dit qui t'énerve le plus? Le truc qu'on me dit qui t'énerve le plus quand on parle d'engagement, quand on parle de...
Je pense que ce qui m'énerve le plus, alors je suis jamais tombée sur quelqu'un qui a osé me dire ça, mais je vois que ça arrive, notamment sur les réseaux sociaux. On y trouve tout et n'importe quoi, et je te parlais du phénomène de victimisation. Et quand on dénonce un petit peu ce qui se passe, qui sont des réalités qui sont chiffrées quand même, tu vois, quand on parle de l'accès au logement, de l'accès à l'emploi, c'est quand même du nombre de contrôles aux faciès fait sur les personnes issues de la minorité visible. C'est quand même des données qui sont chiffrées, et moi ce qui m'agace, c'est quand je vois des personnes qui arrivent à te dire que finalement c'est dans ta tête, c'est pas si important que ça, ou bien que finalement même si c'est vrai, même si c'est vrai, tu en fais tout un plat, c'est pas si grave que ça. Moi, ce qu'on m'a dit qui m'a le plus agacé, ça me revient là quand je parle de tout ça. Une fois, je crois que je parlais de l'esclavage, ça remonte, hein. Je parlais de l'esclavage à table, je crois, avec mon équipe. Ça fait quelques années. J'étais pas encore à Montpellier, mais je parlais de l'esclavage, et il y a quelqu'un qui a osé me dire non mais ça va, toi tu l'as pas subi l'esclavage. Et je me suis dit, mais en fait, l'héritage, tu connais, tu penses que finalement, du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un hasard. Et c'est vrai que ouais, ça m'avait marqué. Bon, après, dans ces moments-là, t'en veux pas à la personne, parce que c'est souvent de l'ignorance, tout simplement. Mais je me suis dit, effectivement, oui, si c'est un schéma de pensée de se dire que l'esclavage, la colonisation, c'est ancien, et que du coup, finalement, tout ça, ça a disparu. Effectivement, en ayant ce schéma de pensée, c'est difficile d'y comprendre quelque chose. Donc, voilà, dans ce genre de moment-là, plutôt que d'être dans la confrontation, en tout cas, moi, j'essaie d'être dans la discussion, dans l'enseignement, mais voilà, des fois, je tombe sur des gens aussi à qui ça intéresse pas forcément d'être un petit peu enseigné sur le sujet, et voilà, mais moi, ça m'avait marqué. À la fois, on m'avait dit, Okay. toi, tu l'as pas vécu, l'esclavage. Non, mais c'est sûr que c'est être hyper maladroit de dire ça, et puis bon, j'étais pas là, je connais pas le contexte, mais compte pas sur moi pour dire ça. Et si on revient un petit peu, tu vois, peut-être à toi, j'aimerais beaucoup que tu me racontes la genèse un peu de Take Your Shot. Alors dis-moi, alors, je le résume et tu me corriges, mais en gros, tu voulais créer un événement pour faciliter aux filles, notamment dans le 93, l'accès au basket. Du coup, tu as créé un événement qui est réservé du coup entre femmes, où tu as ramené des femmes ultra inspirantes pour leur parler. Alors, je sais pas combien vous étiez au premier événement, combien vous êtes maintenant, mais ça concerne quoi, une centaine de filles à peu Ouais, près. on est passé de 60 à la première édition en 2016 à 200 filles pour la 5e édition en 2021. Waouh, vraiment trop stylé. Et t'as réussi du coup à coller un sponsor qui est Nike dessus, tu vois, sur comment est-ce qu'on leur pousse l'accès. T'as parlé d'une dotation pour des licences, t'as parlé d'une dotation en matériel pour ces jeunes filles. Je trouve ça génial, parce que ça fait du sens, c'est directement rattaché au sport. Ça passe par le sport, ça passe par de l'inspiration, comme tu l'as dit. Donc ça fait vraiment beaucoup de sens en tout cas, je trouve, dans ce que ça apporte. Bon, la question que j'ai, c'est un peu pourquoi t'as eu ce déclic un peu de vouloir, parce que créer un événement, je sais à quel point c'est fatigant, c'est usant, faut trouver un lieu, faut trouver des gens, faut trouver des bénévoles, faut trouver plein de choses. Comment t'as eu ce déclic? Pourquoi t'as voulu lancer là-dedans? Et où est-ce que tu te vois amener ce projet? Écoute, c'est venu un peu, ça a cheminé pas mal dans ma tête. Moi, le but en créant cet événement, ma question, c'était vraiment de quoi aurais-je eu besoin plus jeune. Lorsque j'étais à la Courneuve, je te disais, quand j'avais 12 ans, finalement, je suis pas passée loin du décrochage scolaire. J'étais dans un environnement où j'avais des rôles modèles, notamment ma mère, ma grande sœur, mais malgré tout, je sentais pas le parfum de l'espoir. Je sentais pas le parfum de la réussite. J'étais vraiment aussi
à l'époque sous de très mauvaises influences. Donc le basket m'a un petit peu sauvée, je pense. Le basket, les éducateurs dont je parlais, et tu vois, Take Your Shot, je parlais de Sonia tout à l'heure, ma première coach, et c'est ce projet, dès que je l'ai eu en tête, dès que j'ai eu la vision, je me suis posée avec elle, on en a discuté. C'est elle qui m'a fait rencontrer tous les gens de Rise Up. Rise Up, c'est l'association qui m'aide à monter, à organiser le projet. Donc tu me parlais de bénévoles, c'est eux, de l'UE, c'est eux aussi, et finalement c'est un peu né comme ça. Il y avait cette envie finalement de rendre le sport accessible aux femmes, aux jeunes filles là pour le coup, et il y avait aussi pour moi c'est même le plus important, c'était de leur faire rencontrer l'excellence féminine, du coup, à travers ces invités que je fais venir, qui viennent un petit peu de tous les milieux et qui excellent dans ce qu'elles font, que des femmes. Et pour moi, le but, c'était de leur dire, voilà, si c'est du basket, c'est du basket. Si c'est de la médecine, c'est de la médecine. Si c'est de la mode, c'est de la mode. Si c'est du journalisme, c'est du journalisme. Mais vous voyez, ces femmes-là qui sont devant vous, elles sont passées par les mêmes étapes et elles ont réussi à accomplir leurs rêves. Donc, pourquoi pas vous? Donc pour moi c'était vraiment ce que je voulais toucher, cette partie-là, parce que voilà, c'est important aussi qu'elles sachent elles ont tout envie de faire du basket et c'est génial, et il faut qu'elles se donnent les moyens de réussir, mais peut-être que ce sera pas du basket. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que les 200 qui étaient présentes, elles seront pas basketteuses professionnelles toutes, mais elles feront autre chose. Ça pourrait être quelque chose qu'elles aiment, quelque chose pour lequel elles ont travaillé dur, et ça leur permettra de réaliser leurs rêves. Et vraiment, moi, c'est le message que je souhaite leur faire passer à travers Take Your Shot. Je le disais, il y a Nike, mon sponsor, qui nous accompagne depuis le début, et finalement on partage vraiment des valeurs communes en termes d'éducation, en termes de empowerment, en termes de vraiment d'inspiration, et du coup ils accompagnent les filles tout au long de la journée par des équipements, ils participent financièrement à l'achat des licences pour les jeunes filles, parce qu'on sait que pour certains foyers, c'est aussi un frein. Des fois, il y a des enfants qui font pas de sport au sein d'un foyer. C'est pas parce que les parents ne veulent pas, c'est parce que tout simplement une licence aujourd'hui, c'est pas donné. Donc Nike participe très généreusement à ce niveau-là. Et non, franchement, ils mettent vraiment tous les moyens pour que ces petites elles repartent. On a un objectif de faire cet événement plus d'une fois par an maintenant, parce que le but c'est vraiment de toucher un maximum de jeunes filles. Je le disais, il y a aussi la partie inspiration pour moi, qui est ce talk en début d'après-midi où finalement on est en train de parler avec il y a eu pas mal de personnes, hein. Il y a eu je pense à Anne-Laure Bonnet, qui est journaliste de foot, Anne-Laure, que j'aime beaucoup, qui s'impose parfaitement dans un milieu clairement masculin. Il y a Rokhaya Diallo, qui est issue de la Courneuve aussi. Donc qui est passée nous voir. Il y a Flora Coquerel, qui elle est ancienne Miss France, qui a été aussi la plus grande pendant un moment. Donc finalement elle est belle son histoire aussi, parce qu'elle a réussi à transformer ce qui pouvait être un complexe au départ ça a été Miss France, quoi. une reine de beauté. Donc voilà, c'est plein de parcours comme ça, un petit peu. Béatrice Barbu, je pense aussi à elle, qui a été la première femme présidente d'un club sportif professionnel féminin avec l'US Ivry handball. C'est plein de parcours comme ça, en fait, qui peuvent inspirer les jeunes filles, et voilà, leur dire que voilà, c'est peu importe l'endroit d'où elles viennent, si vous voulez réussir, le but c'est pas de se dire non, j'habite là, ça marchera pas pour moi. Le but c'est de se dire non, il y en a qui l'ont fait, pourquoi pas moi. Ouais, c'est possible. Ouais. Tout est possible. Ouais. Mais écoute, franchement, je trouve ça trop bien, parce que tu vois, même à l'ère d'internet, où moi, une fois, tu vois, j'ai eu une conversation avec des amis en leur disant, et je pense toujours, tu vois, mais je leur disais, aujourd'hui, avec l'ère d'internet, le savoir, il est accessible à tous. Et aujourd'hui, tout le monde, enfin, qui veut peut, tu vois. J'avais dit, qui veut s'en sortir peut. Mais ça remplacera jamais un déclic d'un événement avec des gens que tu rencontres en vrai, qui te racontent leur histoire.
pendant une journée et c'est un privilège. C'est enfin, ce que tu vois, ce que t'as créé, enfin, moi, je trouve ça vraiment exceptionnel, tu vois. Et plus tard, tu vois, enfin, dès que j'ai un peu plus de temps, tu vois, c'est exactement le genre d'événement que j'aimerais créer pour les enfants, pour les plus jeunes, parce que ça crée des déclics, ça crée des success stories, c'est sûr, tu vois. Je suis sûr que t'en as quelques-unes à raconter, mais c'est vraiment, enfin, c'est hyper puissant ces moments-là. Et après avoir dit, tu vois, ces paroles qui veut peu et tout, mais je suis retourné voir des potes dans une cité à Montreuil, parce que voilà, un anniversaire, j'étais invité et tout, je suis venu. Et c'est vrai que c'est un environnement qui est pesant, quoi. Déjà, j'ose imaginer pour une fille, c'est quand même un environnement assez patriarcal. Tu vois, c'est un peu la loi du plus fort ou la loi parfois du plus violent. Et les filles se retrouvent pas forcément entre elles aussi, tu vois. Donc, je trouve ça vraiment cool. Je tenais vraiment à te féliciter, tu vois. On en reparle, on se le dit, mais je te le disais en antenne, je te le redis là à l'antenne. Ouais, c'est gentil, cool. C'est gentil. Et, ouais, est-ce que t'as une success story? Et où est-ce que tu as envie d'amener Take Your Shot? Take Your Shot dans 10 ans, c'est quoi? Take Your Shot dans 10 ans, honnêtement, j'espère que Take Your Shot dans 10 ans, c'est certaines de nos participantes qui reviendront me voir. Là, tu vois, il y en a certaines qui viennent me voir en me disant j'ai eu mon bac avec mention, Take Your Shot, ça m'a vraiment plu, ou c'est que jusqu'à 15 ans, est-ce que tu veux pas faire plus longtemps? C'est les retours que j'ai un petit peu. Dans le 10 ans, c'est ce même genre de retour de jeunes femmes qui sont rentrées dans la vie active, qui se sont pas fixées de barrières. Vraiment, c'est vraiment moi quel âge là, à peu près, entre 11 et 15 ans. Ouais. Donc ouais, tu vois, dans 10 ans, moi, mon but, c'est vraiment que chacune elle puisse faire quelque chose qui les passionne, quelque chose qui a du sens pour elle. Et que vraiment que grâce à Take Your Shot ou à d'autres événements de leur vie qu'elles aient pu avancer sans se fixer de limites et vraiment que Take Your Shot ait pu être une inspiration pour elles dans leur vie de femmes professionnelles ou autre. Ouais. Tu leur fais garder le lien un peu, je sais pas, via un groupe Facebook ou enfin, j'en sais rien, tu vois, avec les alumni. Écoute, encore mieux parce que ce qu'on fait, et c'est le cas, ça s'est vu beaucoup. Là, ça fait 5 ans maintenant, donc ça s'est vu beaucoup en 2020 et en 2021. C'était les premières éditions où finalement, dans l'équipe de bénévoles et d'encadrants, on avait des anciennes participantes de Take Your Shot. Okay. Donc les filles aujourd'hui, certaines, elles ont 18, 19 ans et elles font partie de l'équipe encadrante et de bénévoles, et c'est vraiment une fierté de les voir parce que tu vois, tu te rends compte qu'au final c'est plus qu'un simple événement, c'est des liens qui sont assez forts, et que qu'elles se reconnaissent vraiment elles n'ont pas juste participé une fois comme ça, elles se reconnaissent vraiment à travers la vision de l'événement, et aujourd'hui elles œuvrent aussi pour qu'il se déroule bien, pour elles aussi finalement être celles qui vont transmettre aux plus jeunes qui participent aujourd'hui. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très bien. Alors, tu vois, cette édition, on avait certaines, on n'a pas pu prendre tout le monde. Les prochaines éditions, en plus, l'événement, il va être amené à se multiplier un petit peu sur l'année. Le but, c'est de les faire participer et je trouve que c'est super ce lien de transmission. Mais du coup, elle me demande celle qui elle voudrait que ça dure éternellement, quoi. Ah, mais j'imagine que ça doit être vraiment génial. Mais tu vois, je trouve ça hyper beau parce que c'est une vraie communauté, tu vois. Aussi, au-delà de ça, j'avais dit à un athlète, je vais pas dire son nom, mais il avait super mal pris, mais je lui avais dit, je lui ai dit, les athlètes, vous êtes bons. Il m'avait dit, ouais, on est bon à créer des communautés. Je lui ai fait, non. Vous êtes bon à créer des audiences, mais pas des communautés. Il avait très mal pris. C'est mon côté de marketeur. Ouais. Tu vois, oui, t'as fait la nuance, ouais. Tu fais la nuance parce que une communauté, c'est un groupe là où des gens qui interagissent entre eux, tu vois. C'est pas juste qui reçoivent. C'est ça. Et toi, t'as réussi à créer ça, tu vois, avec ces jeunes filles. Ce sera peut-être la mafia, Take Your Shot. Je sais pas. Des groupes d'entraide. Mais peut-être que tu trouveras aussi quelque chose pour leur proposer
plus tard, tu vois. Ouais, non, c'est le but de continuer l'accompagnement. Là, tu vois, je suis en train vraiment de réfléchir pour les plus grandes, parce que finalement, moi, le talk, c'est un moment que j'adore au sein de la journée. Mais des fois, je me dis aussi que on parle de choses très, très profondes, et que finalement, des jeunes filles un peu plus âgées que 15 ans s'y retrouveraient encore mieux. Et du coup, peut-être l'organiser que au niveau du talk pour des audiences un peu plus âgées. C'est quelque chose qui est en réflexion, ouais. Ok, bon, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir la suite. Comment est-ce que tu progresses, toi? C'est quoi les trucs sur lesquels tu as envie de progresser en ce moment? Écoute, plein de choses. Là, tu vois, tout au long de ma carrière, j'ai fait pas mal d'investissements en immobilier. J'ai pas mal de biens immobiliers que jusqu'à présent, j'ai pas géré moi-même. Et c'est quelque chose auquel je m'intéresse sérieusement, parce que je suis plus près de la fin que du début niveau basket, du coup. Et jusqu'à présent, je me disais, j'ai pas forcément le temps, c'est pas mon domaine, donc ça va être géré par quelqu'un d'autre. Et puis moi, je fais des investissements, et puis j'en récolte les fruits, et puis fin de l'histoire. Et puis là, vraiment, j'essaie de me former un petit peu au métier de l'immobilier, de comprendre un petit peu. Pour moi, je pense que je progresse tous les jours, parce que finalement, souvent, on me voit un peu comme celle qui va aller parler, qui va aller donner des conseils, qui va inspirer. Mais finalement, moi, de la même façon, j'écoute des personnes, je prends des conseils, et ces gens-là m'inspirent. Enfin, j'ai des gens qui m'inspirent. Donc, pour moi, on s'arrête jamais, je pense, de progresser. Je peux même pas te lister toutes les choses sur lesquelles j'ai besoin ou j'ai envie de progresser. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment quotidien, et je suis très attentive, parce que je suis, tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont un peu fermés, qui se disent j'ai tout vu, j'ai tout fait. J'ai pas besoin, je suis juste là pour donner des enseignements, et pour moi, je te disais, l'enseignement pour moi vraiment c'est pouvoir inspirer, pouvoir être inspiré autant qu'on inspire, et c'est ce qui te permet de continuer à grandir. Donc c'est quoi les sujets sur lesquels tu cherches de l'inspiration? Écoute, on a avancé avec Take Your Shot, un projet, je te le donne un petit peu en exclu, mais je rentrerai pas trop dans les détails. Mais avec mon fiancé, on est sur un projet de construction d'orphelinat. Donc c'est un milieu qu'on connaît, parce qu'on en a visité plusieurs des orphelinats. On en a visité vraiment en se concentrant un petit peu sur le fonctionnement, parce que nous-mêmes qui voulons en créer un, c'est un milieu qu'on découvre. Donc clairement, c'est un milieu qu'on découvre, et on est vraiment très humble par rapport à ça, dans le sens où on veut vraiment apprendre et faire les choses bien, surtout. Ouais, c'est important, tu vois. Mais écoute, très chouette, et merci de partager l'info. Et toi, spirituellement, là, en ce moment, c'est quoi tes combats intérieurs, tes axes de réflexion? Mais c'est marrant que je me parle du spirituel, parce que c'est quelque chose qui m'accompagne vraiment à chaque seconde. Je suis croyante, je suis chrétienne, et pour moi, c'est vraiment ma meilleure rencontre, c'est celle avec Dieu, en fait. Okay. Donc c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose, c'est vraiment, ça fait partie de moi. C'est quelque chose que j'ai développé avec les années, et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment bien dans ma peau, bien dans ma tête. Je suis bien, j'ai aucune, on va dire, aucune crainte. Je suis sereine et reconnaissante, surtout parce que j'ai vraiment Dieu, je le vois agir dans ma vie. Tout à l'heure, tu me disais, en regardant ton parcours, je me suis dit que finalement tout s'était toujours bien passé pour toi et tout. Au début. Ouais, mais tu vois, c'est vrai que moi, en fait, je suis reconnaissante pour ça, parce que effectivement, j'ai emprunté des chemins, je me suis fixé des objectifs que j'ai atteints, et finalement, je sais que tout ça s'est pas fait par hasard. Je sais qu'il y a une force derrière, et pour moi, c'est la force divine qui m'a permis de faire tout ça. Et tu vois, derrière, j'ai rencontré des moments difficiles, parce que finalement, quand on parle de Dieu, on dit pas que connaître Dieu, c'est ne pas avoir de soucis. J'ai rencontré des blessures à répétition,
plutôt assez grave. Mais malgré tout ça, et je pense vraiment très sincèrement parce que spirituellement je suis bien, je suis en accord avec moi-même, et c'est des choses que j'ai vécues vraiment plutôt bien. Tu vois, je me voyais arrêter le basket juste avant les JO de 2016 où je me fais le croisé. C'était le deuxième. Et finalement, à ce moment-là, franchement, je vois pas, je trouve pas le sens de continuer. Ouais. Et finalement, je m'accroche, et je te dis, c'est cette force divine qui me pousse à m'accrocher, qui me pousse à voir le bon côté des choses. C'est aussi cette année-là que finalement, je peux enfin créer avec toutes les personnes qui m'entourent Take Your Shot. Donc voilà, quand on sait ce que ça représente pour moi aujourd'hui, c'est vraiment pour moi quelque chose qui était essentiel à réaliser. Donc non, moi spirituellement, c'est vraiment j'ai ma paix. Okay. Écoute, c'est cool d'avoir la paix intérieure. Tu vois, c'est un long chemin, je trouve. Ouais. C'est un cheminement, ouais. C'est un cheminement, et ça prend du temps, et c'est beau. Et je savais pas du tout ça de toi, tu vois. Ouais, mais je suis contente que tu m'en parles. C'est vrai que on n'en parle pas assez, parce que oui, on est dans une société où finalement parler de la religion, de la foi, c'est tabou, mais voilà, moi je sais que je le fais sans problème. Au contraire, ça m'apporte tellement en fait que je me dis ce serait dommage de pas en parler, parce que ça peut apporter à quelqu'un d'autre. Ouais, non, mais c'est beau, je trouve, t'en parles, tu vois, de toute l'interview, il y a eu plein de moments où tu m'as fait vibrer, tu vois, mais à ce moment-là, je sentais qu'il y avait quelque chose en toi, tu vois, il y avait un petit son dans la voix qui annonçait que c'était sincère, sincère et authentique. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Eh bien, écoute, bonne question. Je me projette pas tellement aussi loin, parce que je prends les choses vraiment par étapes. Là, je te parlais du projet d'orphelinat, qui est quelque chose qui va nous prendre pas mal de temps. On espère un début 2025, donc on n'est qu'à 3 ans, tu vois. Je me suis pas projetée vraiment aussi loin, mais bon, dans 10 ans, voilà, j'espère que j'aurai une belle vie de famille, que je ferai quelque chose que j'aime. Que je continuerai à investir, parce que clairement pour moi c'est une voie que j'ai envie de continuer de suivre en dehors du basket, et puis surtout non, j'ai pas de plan sur la comète, mais surtout en santé par la grâce de Dieu, et vraiment en paix et heureuse avec mes proches. Ok. Mais ouais, la paix c'est bien. Si tu pouvais écrire sur un grand tableau que la terre entière verrait, et on te donne un crayon et tu peux écrire une phrase, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Ça peut être ton mantra, ça peut être un message que tu as envie de faire passer. Ce serait sûrement un verset biblique. Ok. Ouais. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. D'accord. Je puis tout par Jésus qui me... En fait, pour moi, c'est vraiment une façon de dire, en gros, voilà, tout ce qui nous paraît impossible, tout ce qui nous paraît lointain, et si, en fait, c'est possible. Okay. Donc, c'est peut-être pour moi, ouais, celui qui engloberait un peu plus cette vision. Ok. S'il y avait une petite fille qui venait te voir, qui te dirait Diandra, comment est-ce qu'on devient une superstar du basket? Qu'est-ce que tu lui dirais? Écoute, je lui dirais qu'il faut y croire. Qu'il faut y croire, que si c'est ce qu'elle a envie de faire, faut qu'elle y croit, que derrière, une fois qu'elle y croit, en général, ce qu'on croit, ça se manifeste. Donc déjà, faut y croire, que ça va pas être facile, il faut qu'elle se donne les moyens, que ça va demander des sacrifices, qu'elle aura peut-être pas l'adolescence, la vie elle aura peut-être pas la vie typique d'une adolescente,
que finalement, des fois, pendant que certaines seront en train de s'amuser, elles, il faudra qu'elles soient en train de travailler, en train de se reposer pour être dans les meilleures conditions. Mais vraiment d'y croire. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu y crois, et derrière, ça te donne des ailes et tu peux faire ce que tu as envie à partir du moment où tu y crois vraiment, tu vois, vraiment, et pas seulement te dire que c'est les autres le font mais moi je peux pas. Non, vraiment y croire et se donner les moyens. C'est marrant ce que tu dis sur la vie typique, parce que c'est une réflexion que j'ai eue il y a pas longtemps avec un copain. C'est que les enfants, pour être reconnus dans leur groupe, ils ont besoin d'être comme les autres. Et nous, les adultes, on aime... Enfin, les gens qui réussissent, on les trouve atypiques, différents, tu vois. Et c'est hyper dur pour un enfant de trouver cette différence, parce qu'il a envie de rejoindre le groupe. Je sais pas si t'as déjà eu un peu cette réflexion-là, mais quand t'es différent du groupe, les enfants, c'est plus dur. Oui, c'est vrai. Et nous, adultes, on est admirés par les gens qui font les choses différemment. Par les gens qui ouvrent des nouvelles voies. Je suis complètement d'accord avec toi. Des nouveaux débats, tu vois. Et qui essayent des nouvelles choses. C'est quand tu mûris que tu te rends compte que finalement, c'est beau la différence. Et ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, je l'ai peut-être un petit peu vécu lorsque j'étais au Pôle Espoir, parce on allait dans une école, tu vois, à l'INSEP et tout ça, on fait les cours aménagés sur place. Au Pôle Espoir, tu vas encore dans un établissement où du coup 98% des élèves sont non sportifs. Donc finalement, ouais, on pouvait être un peu montré du doigt. Et figure-toi que souvent c'était par les professeurs, donc des personnes censées être plus matures. Et on était un peu montré du doigt, on s'attendait à ce qu'on n'ait pas de bonnes notes parce qu'on était sportifs. Souvent en France, malheureusement, sportifs dans beaucoup de égale cancre, quoi, hein, j'ai envie de dire, pour être cru. Non mais c'est vrai, je l'ai connu aussi. Les enfants en sport-études, en horaire aménagé et tout, c'est toujours... C'est normal s'ils ont des mauvaises notes. C'est ça. Et ça peut être même plus difficile pour peut-être des sports individuels, parce que moi, tu vois, pour le coup, le fait d'être en équipe et de pas être la seule, du coup, à être différente, je pense que finalement, ça aide. Et puis tu te dis que t'es pas différent, on est plusieurs à faire ça. Peut-être que finalement, si tu te retrouves dans une classe... dans un sport, dans une classe où tu es la seule sportive, peut-être que c'est plus difficile à assumer, à accepter les remarques et tout ça. Mais c'est vrai que oui, à ce côté-là aussi à prendre en compte, parce que au-delà des choses que tu as envie de faire et que tu ne peux pas faire, il y a aussi le regard des gens sur toi qui est pas le même. Ouais, c'est clair. L'avant-dernière question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre ou un film que tu recommandes à beaucoup de gens tellement tu l'as aimé? Alors, un livre ou un film? Je suis en train de réfléchir. Un livre. Tu as le droit de me dire la Bible. Mais si c'est autre chose, ça peut... je prends. La Bible, c'est mon livre quotidien. Tu le lis, tu le relis, tu lis des passages, tu médites. Mais après, je vais prendre un livre récent, pardon. J'ai lu, je crois l'année dernière, le livre de Michelle Obama, Devenir, et j'ai trouvé ce livre très très inspirant. J'ai trouvé que finalement on en savait peu sur elle, on voyait Barack Obama surtout, mais finalement en coulisses on se rend compte que voilà, que l'expression derrière un grand homme il y a une grande femme, ou vice versa d'ailleurs. Elle est hyper vraie, et cette femme dans les États-Unis qu'on connaît, réussir à avoir ce standing là, notamment scolairement, pour une femme noire, c'est vraiment une inspiration pour moi, Michelle Obama. Et j'admirais déjà ce qu'elle faisait en tant que première dame, parce que je trouvais qu'elle était très très active sur les causes sociales, humaines, mais voilà, de voir un petit peu son parcours plus en détail, ça m'a... Et j'ai l'impression qu'elle devient plus active elle maintenant. Ouais. Et que lui est un peu plus en retrait, chacun son tour. Ouais, chacun son tour, mais aussi ce qui est beau, alors j'ai pas lu celui de Michele, mais j'avais commencé celui de Barack, tu vois.
il y avait des passages où ça parlait un peu trop de géopolitique, où justifiait un peu des choix et tout. C'est pas forcément ce qui m'intéressait, tu vois. Mais ce que j'ai compris en le lisant quand même, et il y a des très beaux passages où il parle d'amour, c'est que c'était un projet à deux, quoi. C'était vraiment un projet à deux, et ils auraient pas pu y arriver de l'un sans l'autre. Et du coup, c'est beau, quoi. C'est une histoire d'amour encore plus. Non, c'est clair, et c'est beau, au-delà de l'intellect, je pense, de Michelle et Barack Obama, c'est beau de voir aussi que finalement, elle est à l'origine, on peut le dire, je pense, quand même, du succès de Barack Obama. Et elle a su aussi se mettre en retrait lorsque la lumière était là, en fait. Donc, je trouve que c'est beau pour leur couple, et puis c'est inspirant, quoi. C'est clair. La toute dernière question. Alors avant, il fallait me recommander un invité. Maintenant, j'ai complexifié le truc. Il faut m'en recommander deux parce que je me suis rendu compte d'un truc. Alors, je m'en étais rendu compte il y a un petit moment, mais ça avait mis du temps avant de germer en moi. C'est que pendant très longtemps sur le podcast, j'ai fait attention à avoir une parité nickel, tu vois, durant les 2 premières années. Et la 3e année, j'ai complètement explosé. Et là, je me suis dit, c'est pas du tout moi. Et du coup, je me suis rendu compte que les hommes recommandaient des hommes, les femmes recommandaient des hommes aussi. Alors du coup, au bout d'un moment, tu vois moi, j'ai ce qu'il faut. Ne serre pas, il se mord la tête en même temps. Du coup, ce serait quoi, les 2 prochains invités que tu me recommanderais? Et bien sûr, j'entends une femme et un homme. Ouais. Alors, une femme, je recommanderais Grace Zahadi. D'accord. Ouais. Grace Zahadi, handballeuse championne olympique cet été, et elle est elle est en tout cas nominée pour devenir meilleure joueuse du monde de l'année du coup 2021 au hand. Okay. Et Grace, quand tu me dis que tu vois pas qui c'est, ça m'étonne pas parce qu'elle est très discrète. Elle est très discrète, mais elle est tellement intéressante et c'est tellement une belle personne. Qui pareil a de belles causes qu'elle défend, donc je serais ravie de l'entendre à ton micro. Écoute, je suis en contact avec Diane de la Fédération Française de Hand, donc ça peut se faire très très rapidement. Grâce Zahadi. Et puis en garçon, je vais dire Teddy Tamgo, qui est un de mes amis les plus proches, avec qui on était au Pôle Espoir quand j'avais 12 ans justement, donc c'est un frère pour moi. Nos mamans sont amies et bon, bref, je te raconte un peu ma vie, mais c'est pour l'athlète que ça a été, puisque maintenant il coach. Donc pour l'athlète que ça a été, pour le coach que c'est devenu, et pour son parcours sportif, parce que c'est quelqu'un qui a connu les pires blessures pour sa discipline, le triple saut, et finalement qui a jamais lâché, qui est champion du monde, qui s'est toujours relevé, et moi, quelqu'un il a un état d'esprit vraiment de champion. Et donc, je pense que il aime pas beaucoup les caméras, les micros, mais je pense que il a des choses à dire. Ça marche. Écoute, il est dans ma liste depuis un petit moment. Ouais. Et c'est vrai on va essayer de... J'ai un petit argument maintenant. Mais trop chouette. Écoute, merci beaucoup Diandra, je me suis vraiment régalé. Merci à toi Bart. C'était un moment qui était très chouette. Alors il y avait des choses que je connaissais déjà sur toi, il y avait des choses que j'ai apprises et tout. Donc merci pour t'être livré, d'avoir joué le jeu. J'espère que j'ai été aussi un bon intervieweur. Ouais, franchement génial. Écoute, je me régale, et puis pour les auditeurs qui n'ont pas encore écouté, qu'ils aillent tout de suite écouter ton podcast, Super Humain. C'est ça. Là, je peux que cautionner le nom. Mais aussi tout ce que tu fais à côté, et de te suivre un petit peu sur les réseaux pour prendre un shot d'inspiration et d'ouverture d'esprit, on dira. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à toi Bart, et encore bravo pour tout ce que tu fais, et on va continuer de suivre ça de très près. Je fais pas grand chose, tu sais, moi je prends juste le train et non, c'est pas si simple que ça en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode.
J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!